Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la BMW E46. Même les pièces de 3 roues bon marché ont fière allure, mais uniquement sur les photos ou si vous ne vous en approchez pas. Une brillance soignée et uniforme et l'absence de zone de desquamation créent l'illusion d'un corps fort. Mais toute inspection minutieuse détruira facilement l'image agréable. Hélas, presque toutes les voitures auront beaucoup d'insectes et de peintures bombées, qui représentent généralement déjà des trous traversants. La voiture manque sérieusement de galvanisation normale. Oui, parfois une couche grise est visible sur les copeaux, comme sur du métal galvanisé normal, mais elle ne dure pas très longtemps. Il existe de nombreux domaines problématiques. Le capot se plie le long du bas du bec, les ailes avant le long des arches, principalement de l'intérieur, et le long du pare-choc, ainsi qu'à l'endroit où le garde-boue est fixé. Les portes avant rouillent sur les bords sous le scellant, surtout en bas, près du rétroviseur. Les bas de caisse sont détruits sous le plastique de la garniture et au niveau de la voûte arrière, et depuis l'avant, le processus affecte l'aile avant, et la raison est assez évidente, la saleté humide s'accumule sous le plastique. Le bord avant du toit, près de la vitre, présente des éclats de rouille. Les ailes arrière se décollent le long de l'arche, le long du pare-choc et sous le feu arrière et, bien sûr, le couvercle du coffre depuis la niche de la plaque d'immatriculation et le long du bord inférieur rouille. Sur les voitures bon marché, une corrosion grave peut survenir dans toutes les zones à problème, et les voitures de Moscou, Saint-Pétersbourg et des régions du Nord peuvent présenter des taches de rouille visibles, même s'il s'agit de modèles des dernières années de production et qui se situent au sommet du marché. Il suffit de regarder de plus près et parfois de replier les garnitures et moulures de seuil en plastique. Les voitures des régions du Sud peuvent avoir des carrosseries relativement intactes. Parfois elles rencontrent même des variantes dans leur peinture d'origine, mais la plupart ont une apparence décente. C'est le résultat du travail inlassable des peintres pour éliminer les problèmes. Dès que le prix du marché baisse et qu'ils commencent à économiser sur la voiture, ou que les prochains peintres font mal leur travail, la troïka commence lentement mais sûrement à se transformer en ruine. Si vous ne prenez pas la voiture dans une configuration très bon marché, la qualité des garnitures intérieures est très bonne. Bon matériau, très beau design. C'est que la résistance à l'usure du volant est faible. À propos, ils parviennent à installer des volants de modèles plus récents. Ne soyez pas surpris si au lieu du volant multifonction d'origine, il y en a un à 3 branches du E90. Dans les voitures coupées et cabriolets, les côtés des sièges sont très usés, mais cela dépend davantage de la taille du conducteur et de sa précision. L'usure des boutons et des poignées est très modérée pour un tel kilométrage, voitures qui ont parcouru moins de 200 000, seulement quelques-unes. La résistance à l'usure de la plupart des éléments ici est encore premium. Le tableau de bord convient à tout le monde, mais les versions les plus courantes ont des boutons cassés qui réinitialisent le compteur kilométrique, changent les modes de l'ordinateur de bord et règlent l'horloge. Souvent sur le E46 les appareils ne sont pas originaux, ils les reprennent à partir de versions plus puissantes, du M3, avec des centres noirs et des flèches épaisses, repeignent les anneaux. Et ils ne flashent pas toujours correctement les cerveaux sous l'appareil, et ça il est facile d'obtenir un ASC qui ne fonctionne pas en raison d'une telle mise à niveau, et même l'ampoule peut ne pas s'allumer. Cependant, le plus souvent, les appareils sont simplement retirés afin de supprimer les LED des indicateurs d'erreur ou de vérifier le kilométrage. Le système électrique des voitures BMW de cette génération est assez développé et complexe. Et cela pose beaucoup de problèmes, mais cela est principalement dû au fonctionnement des unités ASR, ABS, ECU et de leurs capteurs. Notamment des sondes lambda sur les moteurs série N et M54 et le câblage moteur pour tous. La défaillance des éléments d'éclairage et des éléments de carrosserie est le plus souvent associée à un câblage inondé, à des fils cassés dans les ondulations et à des pannes de boutons ou de blocs, tandis qu'un problème courant avec un amplificateur de son est la surcharge et l'usure des haut-parleurs. L'ensemble des unités de commande, depuis l'unité d'éclairage, le tableau de bord et la climatisation jusqu'à l'EWS et le DME-DDE, est affiché ici. Lors de leur remplacement, il nécessite une liaison, et un électricien analphabète peut faire beaucoup de choses en désactivant les systèmes de sécurité. Veuillez également noter que les propriétaires n'ont souvent pas la possibilité d'acheter une unité exactement dans la même version qu'avant, et que les pannes d'unité se produisent de plus en plus souvent. La durée de vie des condensateurs et des interrupteurs d'alimentation approche. En général, le système électrique est assez fiable, il ne cause pas beaucoup de problèmes s'il n'y a pas d'intervention dans le système, s'il n'y a pas d'équipement supplémentaire mal installé et le générateur est en ordre.
Ici, même le fil de la batterie dans le coffre est fiable, car il passe à l'intérieur du corps et est acheminé avec succès, de sorte que les contacts ne brûlent nulle part. Si la E46 n'a pas encore pourri, il y a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle est que vous pouvez le conserver pour rouler plusieurs années, voire plus. Le problème, c'est qu'il faut investir dans des agents anticorrosifs ou se préparer à se rendre à l'abattoir. Le reste, comparé à l'arrière-plan du corps, n'est, en général, que de petites choses. Certains investissements en équipement électrique avec la recherche d'unités adaptées sont inévitables, tout comme la recherche d'accessoires dès le démontage, mais en achetant une BMW de 20 ans, vous ne vous attendiez pas à la conduire avec autant d'insouciance que la nouvelle Solaris? Dans la partie suivante, nous examinerons le châssis, les boîtes de vitesse et les moteurs E46. La partie mécanique du système de freinage est exemplaire. L'essentiel n'est pas d'essayer de remplacer les éléments composant par des éléments améliorés. L'avant est doté d'étriers simples à un piston, même sur le M3. La différence avec les versions civiles réside uniquement dans la taille des disques rotors et du support de montage. Il y a toujours des freins à disque à l'arrière, qui diffèrent là encore par leur diamètre, et sur les modifications les plus puissantes, les disques sont ventilés. L'étrier est tout aussi simple et fiable, avec un étrier flottant. Si vous ne versez pas les mauvais lubrifiants sur les joints de guidage et les entères, tout durera longtemps et les remplacements se limitent aux consommables, aux élastiques et aux doigts. À moins, bien sûr, que le disque ne se mette à bouger après être tombé dans une flaque d'eau. Le frein de stationnement est réalisé avec des tampons à tambour à l'intérieur du rotor du mécanisme de frein à disque et est très fiable, bien qu'il ne soit pas du tout conçu pour les charges de dérive. Il convient également de considérer que le mécanisme de réglage du câble n'est pas le principal ici. Le réglage principal s'effectue à l'aide d'un petit cliquet passant par un trou dans le rotor, que le garage ne connaît généralement pas et qui tend les câbles. Sur les voitures des premières années de production, il vaut la peine de surveiller l'état des canalisations. La corrosion des tubes est plutôt la règle que l'exception. Si la carrosserie est pourrie, les conduites de frein doivent presque certainement être remplacées. Les durites des roues avant se fissurent avec l'âge, mais ne gonflent pas, le problème est donc difficile à voir si vous ne le savez pas. Les capteurs du système ABS tombent rarement en panne, mais ce genre de problème arrive également. Heureusement, les voici séparément et faciles à changer. D'un point de vue technologique, la suspension BMW est simple, mais intelligemment réglée. Elle est à la fois confortable et maniable, même les versions de base vous permettent de profiter de chaque mètre parcouru. Il est intéressant de noter que la noblesse des manières ne disparaît pas lorsque presque tous les éléments sont remplacés par des éléments non originaux et avec plus de 400 000 exemplaires. Ici, la E46 a fière allure dans le contexte des voitures modernes, trop dépendantes des subtilités de la coordination. Les caractéristiques élastiques des éléments. Et ici, pas de coût supplémentaire, pas de balancement, jusqu'à ce que tout meure complètement. Cependant, les inconvénients sont nombreux. Ainsi, la durée de vie des rotules avant est d'environ 40 000 à 50 000 km. Sur les voitures à propulsion arrière, qui sont la majorité, ils ne sont pas remplaçables. Il n'est pas recommandé d'appuyer sur un levier en aluminium, bien que possible. Sur les véhicules à traction intégrale, les leviers sont en acier et la rotule est officiellement remplaçable. Les bacs de suspension arrière, en particulier le triangle inférieur, le M3 est doté d'une rotule, également appelée silencieux flottant, ainsi que la bague du bras oscillant ne dure pas non plus longtemps, en particulier dans les breaks, où la charge statique de la suspension arrière est plus haute. Peu de gens parviennent à parcourir plus de 50 à 70 000 km même avec des pièces d'origine, et s'il installe des pièces non d'origine et se trompe même dans le choix de l'angle d'installation, alors les réparations tous les 30 000 sont déjà un bon indicateur. Tomber en panne plus souvent. Il arrive que l'usure se produise après 5 à 10 000. Les tentatives visant à augmenter la durée de vie du bloc silencieux du bras oscillant se terminent souvent soit par l'installation de rondelles qui réduisent la charge sur le bloc silencieux et augmentent sa durée de vie, soit par l'installation d'une pièce de M3, dans laquelle la conformité est légèrement moindre et le caoutchouc se fissure moins. Mais les deux options entraînent un changement dans le comportement de la voiture. Dans le premier cas, elle se comporte moins bien. Dans le second, la transmission des petites irrégularités à la carrosserie augmente considérablement et le confort diminue. Certes, de nombreux propriétaires conduisent pendant des années avec des élastiques délaminés. Heureusement, les cognements sont légers et sous des charges normales, la voiture se comporte comme un être vivant.
Les maillons stabilisateurs sont des consommables, et les bagues tronquées ne durent pas longtemps ici non plus. Les coûts dus à l'usure des blocs silencieux du faux châssis, aux fixations des crémaillères et à la corrosion des écrous du faux châssis ajoutent beaucoup de problèmes. Le plus gros problème avec la suspension arrière est le point de fixation de l'amortisseur à la carrosserie et au support de l'amortisseur. Le support d'origine avec une tige d'amortisseur normalement serrée dure 1 an, après quoi il commence à cogner désagréablement lors de la course de rebond de la suspension. Si vous serrez trop le support en réalisant une entretoise sur la tige de l'amortisseur, le point de fixation de l'amortisseur se cassera tout simplement, même si vous installez une plaque de renfort. Le corps devra être réparé. Et même si le point de fixation ne se brise pas, mais simplement plié, après 1 an ou 2, l'amortisseur tombera toujours à l'intérieur à cause de la corrosion. En général, la suspension est excellente, mais nécessite un investissement à chaque entretien. Si vous commencez à avoir des problèmes, la restauration coûtera très cher. La direction ici est tout à fait classique, avec une crémaillère et une direction assistée. La crémaillère est dans le faux châssis, la pompe est sur le moteur et est simplement entraînée par une courroie. Tout cela est parfaitement compatible avec les anciennes conceptions. Dans tous les cas, les lattes E36 et Z3 conviennent tout à fait au E46 et vice-versa, ce qui permet de maintenir le prix élevé de toutes les lattes utilisées. Les crémaillères fabriquées par TRW et ZF sont assez fiables, les pompes de direction assistée sont également puissantes, si vous changez l'huile de temps en temps et ne versez plus de produits synthétiques. À propos, les voitures équipées de 6 cylindres en ligne ont leur propre pompe, elles n'aiment pas l'huile sale et il n'y a pas de bonnes alternatives, prenez-en soin. L'inconvénient est qu'avec des pneus à profil bas, la durée de vie des pointes est franchement courte, et les crémaillères des versions puissantes nécessitent souvent des réparations après 15 ans de fonctionnement à cause du jeu, et il faut également surveiller très attentivement l'état de fonctionnement du bot de crémaillère. L'emplacement de ces derniers est tel que la moindre violation de l'étanchéité des couvercles et la tige rouille. Dans presque toutes les versions, l'arbre de transmission nécessite régulièrement une attention, l'accouplement caoutchouc-métal et son manchon de centrage sont des consommables avec une durée de vie de 30 à 50 000. Le roulement de support de suspension ne dure pas non plus très longtemps et les cannelures deviennent parfois acides, mais pas beaucoup, cela fait 120 à 150 000 km. Sur les versions diesel les plus récentes, vous rencontrez un arbre de transmission avec 2 roulements suspendus. Curieusement, les plaintes concernant les vibrations de cette conception sont plus fréquentes que d'habitude. La boîte de vitesse fuit régulièrement, et le support qui la fixe au berceau arrière, il n'y en a qu'un, dure environ 1 an. Il doit être inspecté et changé régulièrement afin de ne pas effondrer l'arbre de transmission et la boîte de vitesse elle-même. Inspectez en même temps le bloc silencieux arrière gauche du faux châssis. En raison de l'asymétrie de la charge sur la boîte de vitesse, l'usure des fixations du faux châssis est également asymétrique, c'est l'arrière gauche souffrant en premier. Dans les cas avancés, cela fait littéralement éclater un morceau du corps auquel il est attaché. Les transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses de ces voitures sont simplement un exemple de qualité et de confort pour le conducteur. Les inconvénients ne sont qu'indirects. À kilométrage élevé, l'usure du mécanisme rend le travail avec la boîte moins pratique en raison de l'usure du mécanisme de commutation et des embrayages les plus chargés. Eh bien, des fuites d'huile se produisent, les boîtes deviennent très chaudes et les reniflards se bouchent. Dans de telles situations, les joints sont facilement évincés. La caractéristique la plus désagréable est l'utilisation généralisée des volants bimasse sur BMW. Tous les moteurs, aussi bien essence que diesel, en sont équipés. De plus, sur les moteurs à essence, la conception dure généralement moins, le volant lui-même est plus simple. Le prix de la pièce est de 900 à 1100 €, le prix de la réparation est de 250 et plus, ce qui est comparable au prix de réparation d'une autre transmission automatique. Avec une certaine confiance, nous pouvons dire que la boîte GM est allée à tous les 4 en ligne restylée, ainsi qu'au 330D, 320D et au 325-330e XI à transmission intégrale. Sur d'autres modifications, il est possible de comprendre quel fabricant de transmission automatique est installé sur la voiture uniquement en regardant le vin. Vous pouvez également vérifier visuellement la forme de la palette. Pour ZF ce sera de l'acier et presque lisse, pour GM ce sera de l'aluminium avec des nervures ou du plastique. Cependant, en termes de durée de vie, les 2 boîtes de vitesse à 5 rapports sont équivalentes, avec un léger avantage pour GM en termes de durée de vie en raison d'une moindre contamination par l'huile. Tous deux passent leurs 250 à 300 000 avant révision presque avec une garantie, mais le ZF est plus convivial pour le conducteur et change plus rapidement.
Cependant, son usure sur la garniture de blocage du moteur à turbine à gaz est plus intense et il est préférable de changer l'huile plus souvent. Sinon, il y aura des problèmes avec le solénoïde de pression linéaire jaune et des problèmes ultérieurs d'usure de la pièce mécanique. GM s'use plus uniformément, et fondamentalement la ressource est limitée par l'usure des embrayages et les fuites de pression dues à l'usure et à la fissuration des pistons en caoutchouc des packages. Ils sont ici gros et ont très peur de la surchauffe. De plus, GM tolère moins bien les vitesses élevées. La pompe à huile est ici du type à palette et dans de tels modes s'use beaucoup plus rapidement que d'habitude. Les deux boîtes ne sont pas très difficiles à réparer, mais la procédure n'est pas bon marché, surtout si la boîte a été conduite en mauvais état et que la pompe, l'unité hydraulique et certains éléments des engrenages planétaires ont été endommagés. Les transmissions automatiques à 4 vitesses GM4L30 sur les voitures équipées de moteurs 4 cylindres avant restylage, d'une part, sont encore plus puissantes que celles à 5 vitesses, et d'autre part, la pompe à huile pétale ici n'aime vraiment pas les régimes élevés et l'huile sale, et l'électronique ne sait pas comment désactiver la transmission automatique à temps, permettant au conducteur de l'achever en cas de fuite ou de surchauffe. En conséquence, elle arrive généralement complètement morte à la réparation. Les versions 325XI, 330XI et 330XD sont équipées d'une transmission intégrale permanente, qui est mise en œuvre en installant une boîte de transfert à un étage NV124 sans verrouillage ni abaissement et une boîte de vitesse sur l'essieu avant. En cours de route, des changements ont été apportés à la carrosserie, au moteur et la suspension avant est également très différente. La boîte de transfert elle-même est conditionnellement éternelle. Si vous réparez les arbres de transmission à temps et évitez les vibrations de l'arbre de transmission avant, elle durera plus longtemps que la voiture. Mais si vous autorisez les fuites d'huile et les vibrations des arbres, il est alors possible que les roulements de la boîte de transfert soient étanches, probablement celui de l'avant. Habituellement, tout se termine bien, il suffit de laver, de remonter et de remplacer le roulement, mais le boîtier peut se soulever et devra ensuite être entièrement remplacé. Dans cette génération de voitures, la plupart des moteurs sont très puissants, mais traditionnellement pour BMW, ils sont abandonnés par des systèmes VCG complexes, des verres d'huile qui fuient et des radiateurs très délicats qui éclatent littéralement de l'intérieur à cause d'une surpression. Il est préférable de changer les bouchons des vases d'expansion à titre préventif. Parmi les petites choses générales, les couvercles thermiques du système d'échappement claquent toujours, ils doivent être soudés. La majorité des voitures sont équipées de moteurs 4 cylindres. Oui, pour une raison quelconque, beaucoup sont sûrs qu'une vraie BMW devrait avoir 6 cylindres, mais en fait, ce sont les 4 en ligne qui ont forgé la gloire sportive de l'entreprise, et ils ne doivent pas être négligés. Les premières versions de l'E46 étaient équipées de la série 1.9 4 cylindres M43 TUB19 en deux versions Boost, pour les versions 316i et 318i jusqu'en 2001. Il s'agit d'un simple moteur à 8 soupapes avec un bloc en fonte et une injection distribuée. Ce qui est étrange, c'est la présence d'arbres d'équilibrage, et ce qui est de haute technologie, c'est une admission réglable avec des volets d'ISA et un système d'air secondaire. Les problèmes typiques sont les fuites d'huile dues à d'anciens joints qui n'ont pas été touchés en usine et à un système de ventilation du carter, CVV, obstrué ou complètement désintégré avec des tuyaux manquants et un séparateur d'huile obstrué. Vérifiez également l'admission pour les trous et les arbres à cames pour les rayures. Le piston s'use généralement après un kilométrage de 350 à 400 000, bien que l'huile puisse commencer à s'épuiser à partir d'un kilométrage de 250 plus, mais cela dépend de votre chance et de la façon dont vous l'entretenez. Le principal problème n'est pas les pannes, il est trop durable et infaillible. Le plus gros reproche est qu'il n'y a pas assez de puissance, et le E46 est pour le moins très flegmatique avec cela. Eh bien, si vous le tournez dans la bague, la durée de vie du groupe de pistons est sensiblement réduite. Les moteurs N40, N42 et N46, que l'on retrouve sur les voitures après 2001 dans plusieurs versions, sont de proches parents. La 316i était équipée des versions 1.6 parenthèse ouvrante N40B16 et N45B16, ainsi que 1.8 parenthèse ouvrante N42B18 et N46B18, avec presque la même puissance 114 à 116 chaînes. La version 318i était équipée de moteurs 2 litres N42B20, 143 chevaux, et N46B20, 150 chevaux. Tous sont assemblés dans un nouveau bloc commun en aluminium avec des chemises en fonte, disposent de culasses à 16 soupapes avec régulateur de phase, double Vanos, et dans toutes les versions sauf N40 et N45 il y a une admission sans papillon valvétronique.
Le principal problème n'est pas seulement une augmentation de la complexité des moteurs d'un ordre de grandeur avec à peu près la même puissance, par rapport au M43, mais aussi une augmentation de la température, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de joints et de tubes en plastique, le VKG est plus complexe et l'huile est plus chaude. En conséquence, ces moteurs ont commencé à manger de l'huile dès l'âge de 3 ans, et ils souffrent désormais de toute leur force de fuite d'huile, d'antigel et de panne de bobine d'allumage. Les moteurs N46 ont une régulation lambda constante et, par conséquent, des erreurs constantes dans les sondes à oxygène, provoquant des problèmes de qualité du mélange. Dans certains modes, il est trop pauvre ou trop riche. Avec des kilométrages supérieurs à 150 000 et des vidanges d'huile trop peu fréquentes, tous les 15 000, tous les moteurs de la série N ont une chance de faire tourner les chemises. La courroie de distribution est assez problématique. Au fil du temps, simplement à cause de la vieillesse, les guides de chaîne de distribution en plastique, en particulier les supérieurs, se cassent et les restes sont transportés dans tout le système, obstruant le réservoir d'huile et cassant la pompe à huile. Ici, les raccords du régulateur de phase ne sont pas réparables et coûtent 400 € chacun. Le tendeur de chaîne hydraulique n'est pas très fiable. Il faut en installer un nouveau et surveiller attentivement pour que la chaîne ne tourne pas. Il existe également un tas de raccords à dégagement rapide, de tubes en plastique et, en général, les pièces de rechange et les joints ne sont pas bon marché. En conséquence, toute réparation entraînera un montant impressionnant. Dans le contexte général, la durée de vie modeste de tous les élastiques, en particulier des joints de tige de soupape, qui durent 2 à 3 ans, semble insignifiante. Le groupe de pistons des moteurs N peut aller de 160 à 250 000 avant une usure importante, mais le plus souvent le moteur est terminé en raison d'une diminution du niveau d'huile, et les versions ultérieures n'ont même pas de jauge. Sur le N45, N46, là n'est qu'un capteur de niveau électronique défectueux, ou une surchauffe. On ne peut pas faire confiance aux capteurs de température, les 90 degrés nominaux peuvent en fait signifier 80 ou 120, car le capteur fonctionne via l'électronique du tableau de bord et filtre les lectures. Un thermostat froid pourrait résoudre la plupart des problèmes, mais les acheteurs de BMW anciennes et mortes sont toujours convaincus que l'usine sait mieux fabriquer des moteurs et le fait depuis l'usine. En conséquence, des réparations majeures tous les 120 à 200 000 km et l'état général des voitures sont ruinés. Eh bien, la consommation de carburant est encore plus élevée que celle du M43. Un moteur défectueux consomme toujours plus de carburant qu'un moteur relativement en bon état. La dynamique des avantages n'est pas non plus perceptible. Et c'est dommage que la version restylée de la 320i dispose d'un moteur N42, N46 d'une puissance de 150 chevaux, alors que la 320 pré-restylée avait le merveilleux M52 TUB20, 6 cylindres et très fiable. La E46 a eu bien plus de chance avec les 6 en ligne. Avant le restylage, ils ont installé des moteurs de la série N52 TU, et après, la série M54, les deux séries ne sont pas mauvaises, même si elles ont leurs points faibles. M52 TU, qui sont représentés par les variantes 2.0 M52 Tub 20 150 chevaux pour la 320i jusqu'en 2001, 2.5 M52 Tub 25 170 chevaux. Pour 323i et 2.8 M52 Tub 28 193 chevaux pour 328i, avoir un bloc en aluminium avec des chemises en fonte, pas de Nicasil, qui était sur, juste, le M52 Centu. Entraînement par distribution, chaîne épaisse, dans le cas du M52 elle est vraiment éternelle, 24 soupapes, compensateurs hydrauliques, régulateur de phase Vanos à l'entrée et à la sortie, collecteur d'échappement en acier. En général, c'est un excellent moteur, mais les inconvénients sont les fuites classiques des godets d'huile, les amortisseurs d'ISA cassés à l'admission, les Vanos qui cognent et les compensateurs hydrauliques délicats. Eh bien, il y a un tas de pannes VKG, les radiateurs gonflés déjà mentionnés, des pannes des ondulations du collecteur d'admission et des fuites du capot supérieur. Il n'y a aucun problème de réparation, tous les problèmes majeurs peuvent être résolus à relativement peu de frais, sauf que vous ne pourrez pas économiser sur l'hydraulique, même les analogues d'INA coûteront cher. La ressource totale dépasse facilement 500 000 km, et certaines voitures ont un kilométrage allant jusqu'à 1 million. Certes, les risques de brûlure d'huile après 200 à 250 000 km sont assez élevés, et la raison n'est peut-être pas la présence des anneaux, mais leur usure, si les conducteurs font souvent fonctionner le moteur à des régimes élevés. Il ne faut pas se détendre lors de l'achat, dans la pratique, ils tuent le moteur régulièrement et de diverses manières, et l'unité de commande ici n'est pas très avancée et ne voit pas toujours la panne du matériel du moteur.
Vous devrez regarder avec vos yeux et sentir avec vos mains, étudier attentivement les sources des fuites d'huile et vérifier les documents de réparation. Sur le M54, qui est représenté par les variantes 2.2 M54B 22170 chevaux. Pour 320i après 2001, 2.5 M54B 25192 chevaux pour 325i et M54B 30231 chevaux. Pour le 330i, ils ont essayé de rendre le bloc cylindre encore plus léger. Sa chemise extérieure était en alliage aluminium-magnésium, sinon les changements, à première vue, sont minimes. Mais en fait, la conception de l'admission a été modifiée. Il existe de meilleurs raccords de régulateurs de phase, ils peuvent d'ailleurs être facilement réparés, et un thermostat réglable. Ce dernier est plutôt un inconvénient. La température de fonctionnement est plus élevée, les risques de surchauffe sont plus élevés et la durée de vie des radiateurs et des joints est inférieure. Il existe un système de gestion moteur plus avancé, il est plus exigeant sur le fonctionnement de tous les composants, des capteurs aux soupapes, mais il lit mieux tous les problèmes. Le plus gros problème vient de la pompe à huile et le scanner ne peut pas le détecter. Le boulon de fixation en étoile de la pompe à huile a été dévissé après une centaine de passages, après quoi la pression d'huile a disparu. Étant donné que les moteurs assemblés en usine sont toujours disponibles, le problème reste d'actualité. Bon nombre de nos propriétaires ont ignoré les sociétés de rappel officielles. Parmi les changements mineurs pour le pire, la durée de vie de la chaîne de distribution est devenue légèrement inférieure à celle de la série 52. Elle dure désormais plus de 300 000 uniquement pour les conducteurs extrêmement flegmatiques et sur les voitures à transmission automatique. Eh bien, la poulie d'amortisseur de Villebrequin a désormais une durée de vie de 100 000. Sinon, les problèmes sont exactement les mêmes que dans le M52. Il y a peu de E46 diesel dans notre région, et la plupart sont des voitures à 4, en ligne de la série M47D20 d'une puissance de 116 chevaux. Et 136 chevaux sur le Prestil 318 320D et M47TUD20 avec 150 chevaux. Pour 320D après restylage. Voiture 6 cylindres avec M57D30 et M57TU 184 chevaux. Et 204 chevaux pour le modèle 330D, une énorme rareté pour la Russie. Moteur 136 chevaux sur la version avant restylage, M47D20 avec une pompe à injection VP44 classique, et c'est le principal problème, la pompe est extrêmement chère et présente de nombreux points faibles dans la conception, à la fois purement mécanique et avec refroidissement de la partie électronique. Mais il existe des injecteurs bon marché et le moteur lui-même est puissant. Cependant, l'unité de commande des bougies de préchauffage grille souvent, la poulie d'amortisseur du Villebrequin a une durée de vie limitée et le filtre VKG a tendance à se boucher, après quoi l'huile s'échappe de toutes les fissures. Les fuites du joint de l'échangeur de chaleur et les problèmes avec le galet tendeur de la courroie d'entraînement sont rares et peuvent être résolus relativement facilement. La turbine ici a un entraînement à vide d'amortisseur à géométrie variable, et le système tourne facilement, car il y a beaucoup de suie provenant des moteurs en marche et l'entraînement est faible. La vanne EGR souffre également de suie, mais elle est généralement simplement fermée. D'un point de vue purement opérationnel, le moteur tourne un peu brutalement, démarre mal et ne chauffe pas bien par temps froid, et ne supporte même pas le froid. Le M47TUD20 dispose déjà d'un système d'injection Common Rail, tire mieux, fonctionne sans problème, mais des volets tourbillonnants de mauvaise conception ont été ajoutés à la liste des problèmes. Un problème très courant sur les premières voitures de production était que des éléments de soupape tombaient sous les soupapes et dans le cylindre, après quoi le moteur était jeté. La conception a été rapidement corrigée, mais la meilleure solution reste toujours de retirer les amortisseurs. En pratique, il a été constaté qu'ils sont de peu d'utilité, sauf à la charge la plus légère, lors d'une conduite en croisière à une vitesse d'environ 60 km/h, ils permettent d'économiser 300 g de gazole au 100. En fonctionnement réel, sous des charges variables ou simplement plus élevées, il n'y a aucune différence. Un autre changement est que la géométrie de la turbine comporte désormais un entraînement électrique, et elle fonctionne mieux qu'une turbine à vide, elle tourne moins souvent et le moteur réagit plus rapidement. La partie mécanique est assez solide, mais lorsque le moteur dépasse 150 chevaux, cela nécessite une attention accrue aux chemises qui peuvent se retourner si l'huile est surchauffée. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la BMW E46. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.